Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera à mes côtés comme d'habitude tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions, cette fois-ci sur Twitter, avec le hashtag LiveDDN. Alors, notre invité aujourd'hui, qui est-il? Il sort diplômé de Sciences Po Bordeaux en 1994. En 2002, il devient consultant au sein du cabinet Cup of Tea, avant de devenir responsable du pôle web d'Arte en 2008. Depuis 2011, il est directeur des nouveaux médias de Radio France, poste qu'il combine depuis quelques mois, avec celui de directeur du Move. J'ai nommé Joël Renez. Bonjour Joël. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors la tradition veut que dans cette émission, on commence par une question de Thierry Amar, le président d'Offre Média. Donc on va l'écouter tout de suite. Joël Renez, votre futur président de Radio France a annoncé dans sa feuille de route une nouvelle réforme du Move. Or, vous avez refondu le Move en début d'année en annonçant une radio numérique totale. Comment allez-vous procéder ? Alors, votre futur président de Radio France, Mathieu Gallet, qui va prendre son poste en mai, a annoncé récemment une nouvelle réforme du Move. Or, vous avez déjà refondu le Move en début d'année en annonçant donc une radio numérique totale. Comment est-ce que vous allez procéder ? Alors, d'abord, vous l'avez dit, Radio France a un nouveau président le 12 mai, Mathieu Gallet, donc on va lui laisser le privilège d'abord de donner son projet global, stratégique pour la maison et pour l'ensemble des chaînes, dont le Move. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a lancé une nouvelle grille du Move en janvier qui donnait davantage de place à la musique et à la dimension numérique, notamment évidemment avec une meilleure intégration de la production des contenus entre l'antenne et entre le web, entre le linéaire et le non linéaire, et la mise en place d'une radio visuelle 24/24 pour septembre. Ces projets concernent le Move, ils concernent de toute façon l'ensemble des chaînes du groupe, que ce soit France Inter ou France Info et l'ensemble des autres chaînes, et dans tous les cas, évidemment, quelle que soit, je dirais, la stratégie générale, la dimension numérique du projet de Mathieu Gallet, évidemment, rend totalement pertinent, de toute façon, ces directions. Sur le Move, justement, l'une des grosses innovations, ça a été ce qu'on appelle le reverse broadcasting, c'est-à-dire que vous produisez un contenu pour le web et vous le programmez ensuite sur les ondes. Typiquement, ce que vous faites avec Touche pas à mon POC. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette initiative-là, en fait ? Alors c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a analysé aussi la façon dont les gens, les jeunes qui sont la cible du Move, mais de manière générale l'ensemble des consommateurs de médias et de médias numériques ou analogiques, consomment les médias. Aujourd'hui, la notion de périodicité qui avait cours dans la presse écrite il y a 10 ans, la notion de chronologie, etc., était quand même chambardée par effectivement ces petits objets et par donc la numérisation des loisirs numériques et des médias. Donc forcément, si on a des gens qui consomment les médias avec un autre rythme, dans la mesure où nos programmes sont délinéarisés, il n'y a pas de raison qu'on respecte une chronologie établie par un ancien mode, je dirais, de diffusion. Donc la grille du Move, comme l'ensemble d'ailleurs des chaînes de radio, c'est un média show, et donc la majeure partie des contenus sont faits en direct. Donc eux, ils subissent ensuite une délinéarisation, ils sont distribués en fait en podcast, en AOD, etc., avec des données associées, avec l'interactivité, et une partie des programmes sont réalisés en amont, ce qu'on appelle les PAD, prêts à diffuser, et à partir du moment où ils sont produits, il n'y a pas de raison d'attendre qu'ils passent à l'antenne, dans la mesure où on s'adresse à des publics, je dirais, qui ne se cannibalisent pas ou qui ne se concurrencent pas, mais qui au contraire se complètent. Et c'est vrai que Touche pas à mon POC, l'émission de Vincent Glade, elle est tournée le jeudi soir, il n'y a pas de raison qu'on attende le samedi soir pour la mettre en ligne, elle va au contraire, plus tôt on la met en ligne, plus tôt on peut bénéficier évidemment donc des audiences qui s'agrègent autour et du bouche à oreille sur les réseaux. Il n'y a pas de cannibalisation finalement sur la diffusion du coup le samedi sur les ondes? Non, alors il y a même une complémentarité, c'est-à-dire qu'on a si vous voulez, les modes de consommation de tous les médias, et la radio n'échappe pas à ce phénomène, sauf que la question de la numérisation de la radio est venue plus tard que les autres médias, mais ont été bouleversés par la dimension numérique, par le rattrapage, par le fait que effectivement les médias linéaires s'inscrivaient dans la durée, etc. Donc, au contraire, pour nous, c'est un moyen d'aller chercher d'autres publics, et notamment des publics qui ne sont pas forcément consommateurs de radio linéaire. Moi, j'ai une fille de 10 ans, elle écoute moins la radio que moi au même âge,
Pourquoi? Parce qu'à sa disposition, elle a YouTube, elle a Spotify, et finalement, quelque part, elle a une habitude de consommation qui s'établit dans un référentiel non linéaire. Donc, dans la mesure où on produit, nous, notre boulot, c'est de produire des programmes, c'est de produire d'une offre, qu'elle soit linéaire ou non linéaire, quelque part, la différence ne doit pas forcément être faite par ce déterminisme, je dirais, technologique. Donc, l'idée, c'est de distribuer ça. Et effectivement, il n'y a pas de cannibalisation. Ce débat, il avait cours. Moi, je me rappelle, j'étais consultant, vous l'avez dit, en 2004, je travaillais avec la presse écrite et on avait déjà ces débats. Est-ce qu'il y a une cannibalisation entre les deux? La question, ce n'est pas celle-là. C'est que si on ne se développe pas dans le numérique, c'est une audience qui est perdue. Donc, elle ne va pas enlever de l'audience sur le média historique, elle va au contraire la compléter dans la mesure où, évidemment, il faut savoir combiner les deux. C'est tout l'art, l'alchimie qu'il faut arriver à mettre en œuvre. L'un des gros freins par rapport au développement d'une radio sur le numérique, c'est quand même la difficulté à monétiser une audience web. Ça reste rentable, du coup, de lancer un programme qui est avant tout conçu pour le web? Alors, il y a deux choses. Si vous parlez de Radio France, du Move en particulier, de Radio France en général, on produit des programmes qui sont conçus pour aller dans les deux univers, linéaire, non linéaire. On produit aussi, dans le domaine linéaire, je pense donc à la radio, des programmes enrichis. C'est-à-dire qu'en fait, on va ajouter à la composante sonore la composante texte, données associées, interactivité et puis visuel. La radio filmée, on en fait depuis des années. On capte des séquences qu'on met en ligne sur YouTube, Dailymotion, sur nos sites. On a, et la concurrence a été assez prompte à réagir, et nous, derrière, là, on a pas mal de projets qui vont sortir dans les semaines et jours qui viennent, etc. On filme la radio en direct. Nos confrères belges de la RTBF ont une radio qui est l'équivalent du Move, qui est Pure FM, qui est à 24 heures sur 24 avec un flux visuel associé. Donc, on enrichit ces médias, on les fait progresser et effectivement, on combine en production, je dirais, on fait des synergies pour nourrir à la fois la dimension web, non linéaire, la dimension effectivement linéaire, la dimension numérique analogique, si vous voulez. Et donc, l'objectif, c'est d'exister dans un référentiel numérique, c'est d'exister dans un référentiel de médias aujourd'hui. C'est-à-dire que la question, c'est pas qu'est-ce qui est analogique, qu'est-ce qui est numérique. Moi, le matin, j'écoute la radio sur un poste de cuisine. Dans la voiture, c'est du broadcast FM, donc analogique. Au bureau, je vais écouter sur mon ordinateur. En vacances, je vais écouter sur mon smartphone. Je ne suis pas numérique ou analogique. Je suis consommateur d'un média. Donc, il faut exister sur l'ensemble de ces supports. Et je dirais qu'on ne va pas faire de chaque mode de distribution un centre de profit. La question, c'est que si vous n'êtes pas dans le numérique, de toute façon, vous vous coupez une jambe, c'est-à-dire que vous vous privez d'un potentiel de développement, vous vous privez d'un investissement qui produira évidemment sur un compte de résultats à court terme que dans 3 ou 5 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est obligé de fidéliser, on est obligé d'acquérir un savoir-faire, que ce soit en technique, en éditorial, en marketing, pour pouvoir évidemment être prêt avec des offres donc, de qualité, à la fois au niveau éditorial, à la fois évidemment dans la valorisation de ces espaces publicitaires, etc., le jour où ce sera massif. Aujourd'hui, c'est non négligeable. Il faut se rappeler que 10% des utilisateurs, un jour moyen de semaine, écoutent la radio sur un terminal numérique. C'est quand même... Alors certes, on dit oui, 90% l'écoutent sur le reste. Oui, sauf que cette progression est exponentielle et que notamment chez les jeunes générations, les 15-34 ans, on a une baisse, je dirais, du temps passé à écouter la radio et donc la consommation notamment de la musique qui est un des actifs importants de la radio et toutes les radios confondues, on est concurrencé par Spotify, YouTube, Deezer, etc. Alors justement sur ce point-là, est-ce qu'on assiste à une fin programmée de la radio? Quelle solution en fait, quelle réponse apporter à cela? Non, alors honnêtement, au contraire, je serais même assez poussé à penser le contraire. C'est-à-dire que, comme tous les médias, on est touché par la numérisation. Mais les médias, les loisirs numériques, hein, si vous voulez, on est touché. Le cinéma a été numérisé, la télé a été numérisée, on est passé 16/9 HD, plus de chaînes avec la TNT. La musique a été numérisée, la presse écrite a été numérisée, la littérature le sera peut-être, vraisemblablement elle est déjà, etc. La radio, il n'y a pas de raison que ça échappe à ce mouvement. La numérisation, je dirais,
effectivement un changement de paradigme technologique, c'est aussi des défis et c'est aussi beaucoup d'opportunités. Ça veut dire qu'on peut produire on peut fabriquer des produits différents. Ça veut dire qu'on peut s'adresser à des populations, des niches, etc. différentes. Ça veut dire aussi qu'on peut bénéficier de données sur nos utilisateurs pour leur proposer des produits adaptés. Ça veut dire qu'on peut aussi faire vivre l'interactivité de manière démultipliée. La radio est un vieux média interactif. On parle de social TV, on parle jamais de social radio. Pourquoi? Parce que c'est un pléonasme. La radio a toujours pris les gens au téléphone, pris des tweets, des mails, etc. Et pour nous, le numérique, c'est une opportunité. Donc c'est vrai que dans le référentiel analogique, si vous voulez, la distribution de la radio, c'est une question d'ingénieur et de pylônes, de fréquences, etc., de régulation. Dans le référentiel numérique, c'est la distribution, parce que la production, ça reste toujours... La distribution de la radio, c'est une affaire de marketing. C'est juste que le référentiel change, mais il y a un avenir important pour les programmes de radio, parce que c'est une offre qui est chaude, contrairement à la télé qui est une offre froide. C'est une offre réactive, c'est un média léger, c'est un média de l'instant, et la radio de service public en particulier, c'est un média parlé, donc en fait, on n'est pas juste un robinet à musique. Il y a des programmes, il y a un décryptage du monde, il y a du loisir, il y a les trois piliers du service public, éduquer, informer, divertir. Je veux dire, ça a quand même un avenir à l'ère numérique. Donc c'est vrai que pour nous, c'est plutôt une opportunité. Sur la question particulière des stations musicales, c'est vrai que les YouTube, Spotify et consorts ont changé finalement un peu le paradigme, comme vous le disiez. Aujourd'hui, on découvre les nouveaux sons en général par ces canaux-là. Les radios qui avaient ce rôle-là par le passé l'ont en partie perdu. Est-ce que vous pensez que c'est important de le récupérer ou finalement le rôle d'une station musicale aujourd'hui est autre, plutôt que de dénicher, c'est de faire la curation? Alors attention, on a des beaux restes, c'est-à-dire que la prescription musicale, si vous demandez dans les 15-34 il y a 10 ans, à 88%, ils découvraient la musique sur les antennes. Aujourd'hui, 10 ans après, on est à 60%. Ça veut dire que, certes, ça reste majoritaire, mais enfin, on a quand même perdu un petit tiers au passage. Et ça va aller en s'accentuant. C'est-à-dire que l'univers de prescription s'est complexifié, s'est modifié. Et évidemment, comme je vous disais, de la même manière que dans l'offre médiatique, la radio et la radio de service public a un rôle à jouer. C'est un rôle à jouer d'autant plus qu'on est encore puissant en termes Radio France, c'est 14 millions d'auditeurs par jour sur l'ensemble des antennes. La radio, c'est 81-82% selon les années de taux de pénétration. Donc, ça veut dire que c'est maintenant qu'on doit investir parce qu'effectivement, on a les moyens. On parle, nos marques sont puissantes. Par contre, effectivement, ça s'effrite. Sur la musique, ça c'est très clair, notre boulot n'est plus, comme ça a pu être à une époque, de distribuer l'œuvre. Avec des fortes rotations ou pas. Enfin, notre boulot, c'est toujours ça, parce que les gens écoutent, découvrent, consomment et continueront à le faire. Si vous écoutez FIP sur Internet, c'est une audience, enfin, c'est quasiment 2 millions de visites par mois. Les gens écoutent en fait la musique, la découvrent, la Shazam, la bookmark, etc. Bon. Mais notre métier, effectivement, la dimension de prescription, la dimension d'éditorialisation, la dimension donc d'accompagnement va devenir de plus en plus prépondérante parce que la distribution va être effectivement faite par YouTube, par Deezer, par Spotify, par l'offre légale payante ou gratuite, par abonnement ou autre. Et effectivement, nous, notre boulot, comme on le faisait dans l'ancien référentiel, c'est d'être compatible avec cet univers-là qui change. Et c'est le sens de la plateforme que vous lancez début mai. Tout à fait. Alors j'allais y venir, mais effectivement, c'est tout à fait ça. C'est une habile transition parce que RF8, c'est né de cette réflexion. RF8, c'est un travail de fond au sein de Radio France qui a été initié par la direction, enfin par la présidence de Radio France, la direction des nouveaux médias dont je m'occupe. Donc on a coordonné ce travail, mais qui a été fait au sein de l'ensemble en fait, des gens de Radio France, et ils sont nombreux, qui sont concernés par la question de la musique, soit parce qu'ils la stockent, ils la diffusent, c'est le cas de la discothèque, il faut quand même savoir qu'on a une collection physique et numérique de plus de 2 millions de titres, donc, qui est unique au monde, donc la discothèque numérique de Radio France, les producteurs, les programmateurs et les directions musicales donc, des chaînes, les journalistes spécialisés, donc on a travaillé autour de ça pour concevoir un produit qui soit un peu la synthèse entre notre mission de recommandation et les usages, en fait, les usages aujourd'hui de consommation. C'est-à-dire que l'exemple que je donne toujours, c'est que moi, j'ai découvert sur FIP un jour un morceau de Nina Simone qui dure 14 minutes, qui est un morceau formidable.
et je fais des découvertes tout le temps sur FIP. Mais moi, finalement, j'ai 42 balais, je suis déjà dans l'ancien référentiel. J'ai grandi en consommant la radio. Ma fille de 10 ans ne connaît pas Nina Simone, et où est-ce qu'elle va le découvrir? Dans son univers qui est celui de YouTube et de Spotify. Donc, il faut qu'on fabrique des offres dans le domaine non linéaire, dans le domaine mobile, etc., qui fassent vivre cette notion de recommandation et qui permettent du coup, après, d'aller consommer la musique dans son univers d'écoute. RF8, c'est des playlists de 8 titres qui sont éditorialisées, qui sont effectivement décrites, et ensuite qui permettent de consommer, d'écouter la musique, et ou de l'importer sur YouTube, de l'importer sur Deezer, l'importer sur Spotify, sur iTunes, etc., en fonction de l'univers de consommation marchand de la personne concernée. Concernant la discothèque numérique que vous évoquez, j'ai entendu dire que les discussions avaient achoppé en fait, avec les sociétés représentant les producteurs de musique, de sorte qu'en fait, vous êtes obligé de passer par YouTube ou Spotify. Est-ce que c'est transitoire ou... Alors non, ça ne remet pas en cause, loin de là. Comme tous les projets un peu pionniers, forcément, quand vous ouvrez des brèches, il faut réorganiser un référentiel. On travaille. D'abord, Radio France est partenaire des sociétés d'auteurs, des sociétés de gestion collective, que ce soit les auteurs ou les droits voisins. Donc, dans le domaine musique, donc les auteurs, SACEM, SACD, je vais les oublier, ADAGP et j'en oublie SCAM notamment, SDRM. Donc, ça, pour la radiodiffusion, mais également pour la partie numérique, on dispose de droits modernes qu'on a signés il y a moins de 2 ans, qui nous permettent de produire l'ensemble des contenus en utilisant leur répertoire avec une rémunération pour ces auteurs. Pour les droits voisins aussi, c'est-à-dire qu'on est le seul groupe de radio au monde à avoir les droits de diffusion de nos podcasts, de nos émissions musicales. Ça a été effectivement une grande première et je tiens à dire qu'on a un rapport avec ces sociétés de gestion collective qui est le rapport de partenaires et on a besoin les uns des autres. On est gros contributeurs, mais on est aussi gros utilisateurs. C'est normal que les ayants droit soient rémunérés. Dans le domaine en fait du numérique, là on est sur un marché émergent, naissant, avec évidemment pour les ayants droit concernés la nécessité quand même de maintenir leurs recettes. Et donc chaque fois qu'ils concèdent un droit, il faut qu'ils rentrent ça dans une équation qui est complexe. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre, on a vu tout le monde, on a travaillé, que ce soit avec directement les maisons de disques, Universal, on a eu une discussion avec Pascal Nègre et l'ensemble des gens de la filière, mais également les sociétés de gestion collective qui représentent donc les droits. Et Radio France souhaite continuer à être partenaire de la gestion collective pour plein de raisons, historiques mais également pratiques. C'est-à-dire qu'on préfère avoir qu'un interlocuteur plutôt que 200. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre sur catalogue au-delà de la Smart Radio, Web Radio, que d'ailleurs RF8 va utiliser, puisqu'on a une offre Smart Radio, Web Radio qui sera dans RF8. Et donc, du coup, là, on a discuté longtemps, on a essayé de se convaincre. On n'a pas réussi sur cette partie-là. C'est, je pense, c'est logique. Enfin, je veux dire, pour signer, il faut être 2. Et on est, encore une fois, entre 2 partenaires. On ne va pas créer de préjudice chez l'un ou l'autre. Par contre, l'offre de base, je vous rappelle, c'était la prescription. Vous pouvez faire vivre la prescription indépendamment de l'écoute du morceau. Donc on a choisi évidemment de s'appuyer davantage sur effectivement des mash-ups vers l'ensemble en fait du univers d'écoute. Notre boulot n'étant moins distribuer le fichier que permettre aux gens de connaître et de l'écouter. Donc vous avez dans YouTube effectivement des bases de contenus musicaux qui sont clearés. Vous avez effectivement dans Deezer, bien entendu, Spotify, etc. et iTunes. Et donc on fait des correspondances. Ce faisant, on est un peu sur un modèle qui suit la BBC. La BBC, ils ont monté un système qu'on a découvert d'ailleurs les uns et les autres conjointement à Berlin, il y a un an, lors d'une conférence. On s'est dit, ah bah tiens, on fait le même projet. Eux, ça s'appelle Playlister. Et eux, vous n'avez pas d'écoute. Vous avez juste la prescription et l'import. Alors, justement, RF8, c'est le gros chantier de Jean Lucas, l'actuel PDG qui, on le disait tout à l'heure, va être remplacé par Mathieu Gallet, donc l'actuel président de l'INA. Qu'est-ce qui pourrait changer en fait concrètement? Qu'est-ce que Mathieu Gallet pourrait insuffler qui n'existe pas actuellement sur RF8? Il a évoqué une offre d'abonnement en ligne. Alors, est-ce que ça pourrait devenir... même réponse que tout à l'heure. Je vais laisser à Mathieu Gallet le privilège d'annoncer lui-même la stratégie dans l'ensemble des secteurs. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans un dialogue avec l'ensemble des 4 dirigeants de l'entreprise, puisqu'on est dans une phase de transition, mais c'est un peu tôt pour donner effectivement la direction et les détails.
évidemment, et vous l'avez noté, qu'il a un intérêt important pour RF8, et c'est normal, parce que c'est un projet qui, je dirais, est indépendant de la gouvernance de l'entreprise. C'est un projet stratégique de Radio France. C'est un projet qui a été initié par Jean Lucas, mais Jean Lucas a toujours clairement dit qu'il défendait l'intérêt de Radio France. Ce projet, donc évidemment, il aura donc un avenir, une pérennité, et effectivement, on verra dans le cadre donc, de la nouvelle présidence, je dirais, quelles sont les demandes et les prescriptions spécifiques autour de ça. Mais en tout cas, dans les discussions avec la future présidence, clairement, c'est un enjeu important, oui, bien sûr. Ça aurait du sens qu'un service public lance une offre d'abonnement payante en ligne, pour vous ? C'est une question qui est délicate, parce que justement, on est dans un contexte où je pense que c'est des décisions qui doivent être mûries en interne avant de donner une réponse. Je vous rappelle juste qu'on est financé par la redevance pour un service public qui donc doit être gratuit puisqu'il est financé. Donc la question maintenant est quelle est la limite dans le domaine numérique de ce service ? Ça, il ne m'appartient pas de le trancher tout seul. Et deuxièmement, sur la question, et on a déjà des offres payantes. Je vous rappelle que Radio France est éditeur phonographique, édite en fait, d'abord, et édite aussi dans le domaine des livres. On est coédite, on édite, etc. Et on édite des collections donc, de disques. On est la collection Okora, mais également Signature. On coédite, etc. Donc évidemment que... C'est de la diversification aussi. C'est de la diversification et c'est des produits d'édition dans le champ concurrentiel qui donc doivent être vendus puisqu'ils ne peuvent pas... Il y a des ayants droit et puis par ailleurs, ils s'inscrivent dans un marché. La question pour un groupe public, c'est toujours évidemment, il y a une responsabilité dans ce qu'on rend payant ou ce qu'on soumet à la publicité pour être dans un équilibre global avec le marché. C'est une question qui est évidemment trop complexe pour être traitée de manière simple, mais en tout cas, ce qui est clair, et c'est annoncé par Mathieu Gallet, c'est qu'il y a des besoins évidemment importants de diversification et évidemment d'aller chercher des recettes, mais c'est une question qui englobe l'ensemble du périmètre et évidemment que je ne peux pas traiter. Alors on va revenir au Move rapidement. Donc de 50%, vous allez maintenant consacrer 70% de l'antenne à la musique. C'est déjà fait, oui, d'accord. Donc ça veut dire la fin de certains talks, avec notamment le départ de certains animateurs, dont Frédéric Bonneau ou Philippe Dana. Est-ce que vous assumez ces choix? Comment c'est perçu en interne? Il aurait fallu me poser la question en décembre. Parce qu'en fait, là, la grille, elle est en place depuis janvier. D'accord. Donc, évidemment, à partir du moment où vous passez de 50% de musique à 70%, qui est une étape, parce que je pense que la musique doit se renforcer de manière générale. Le Move est une radio musicale. Elle a un avenir dans ce registre-là. C'est d'ailleurs ce qui est affirmé dans le projet de Mathieu Gallet. Et donc, fatalement, si vous augmentez la place de la musique, il faut enlever des choses. Vous ne pouvez pas... Comment est-ce que c'est perçu en interne ? Alors, donc forcément, on a fait des choix. On avait une cible, 20-35, urbain. On a ancré effectivement aussi dans le domaine éditorial la chaîne dans un univers société connectée, vie numérique, pop culture. Donc évidemment, on a fait des choix à la fois sur le rythme de programmation de la grille en journée et à la fois sur l'équilibre global. Et donc ça supposait évidemment d'enlever des émissions. Tout directeur de chaîne, évidemment, a le devoir et la responsabilité de faire ses choix. Il a le devoir de le faire dans les meilleures conditions possibles et, évidemment, les conditions légales, puisque vous savez qu'on a des gens qui travaillent, donc il y a des contrats, etc. Il faut faire ça bien. C'est des décisions qui sont toujours pénibles, parce que, par ailleurs, dans les gens que vous avez cités, il y a des gens qui font des très bonnes émissions de radio, qui sont des très bons journalistes. Simplement, ça ne rentre pas toujours dans le projet que vous êtes amené à mener. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe du Move, depuis que je suis arrivé au mois d'août, on a beaucoup travaillé avec eux, on a beaucoup discuté, on a élaboré ce projet parce qu'il n'est pas né de manière uniquement descendante, on l'a fait aussi de manière collective, participative, soit la rédaction ou les programmes, et ils ont soutenu ce projet et ils le soutiennent et ils s'y consacrent. Le Move, c'est une petite chaîne très productive avec des gens très motivés, mobiles. C'est une chaîne qui est née numérique en 97, qui a toujours vécu ça et qui était effectivement contente de se relancer donc dans ce projet. Et donc, je dirais que l'ambiance aujourd'hui dans la chaîne est tournée vers l'avenir. Donc, c'est ça l'essentiel. Alors, il y a un internaute justement qui demande est-ce que lors du dernier sondage Médiamétrie, l'audience du Move est remontée ? Alors, l'audience du Move, comme vous le savez, c'est qu'elle est, depuis malheureusement quelques années, sous le %. Et on ne publie les résultats qu'à partir d'1%,
qui est, pour plein de raisons, dont notamment le fait qu'en dessous, en fait, les variations et la pertinence des chiffres est sujette à caution. Donc c'est pour ça que là, ce que je peux vous dire, c'est que depuis un an, on a évidemment rayé la baisse parce que dans le pourcent, vous avez de 0 à 1. Hein, donc évidemment, la tendance était quand même pas très bonne. On a enrayé et on a même gagné quelques dixièmes à droite et à gauche sur la cible, sur Paris-Île-de-France. Et on a, si on regarde sur un an, on progresse légèrement. Mais si vous voulez, c'est faible. C'est ténu parce qu'on est dans un étiage qui est très bas. Et donc on pourra vraiment, comment dirais-je, interpréter ces données-là que quand on sera remonté, je dirais, autour du pourcent. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que pour la partie web, parce que là on parlait de la partie antenne, FM, sur la partie web, on a doublé les audiences donc en 2 mois, en refondant le site et aussi en réorganisant la production des contenus, avec d'abord le reverse broadcasting, vous l'avez dit, mais également de la production de contenu qui s'appelle la webline, qui sont des produits courts, reportages, fiction, documentaires, qui sont fabriqués spécifiquement pour le web et remis sur l'antenne après. Et évidemment, une meilleure implication des programmes et de la rédaction et aussi un très bon travail qui est fait par le community management et les réseaux sociaux qui contribuent à plus d'1 tiers à l'audience de notre site. Donc c'est vrai que en matière de site, on a clairement, que ce soit en visiteur unique ou en visiteur comment dire, site-centric certifié au JD, on a clairement doublé les audiences. Le move aujourd'hui, on est à peu près, je vais vous le dire de mémoire, on est à peu près autour de 300 000 visiteurs uniques sur le move.fr en Nielsen et en visite au JD, on est aux alentours de 900 000 visites par mois. Voilà. Vous voulez devenir aussi également la station de référence sur le portable. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour réussir à avoir une offre qui est plébiscitée et écoutée des mobiles? Alors, ça, cette question, elle n'est pas que pour le Move. Bon, le Move, encore une fois, l'intérêt du Move, c'était que c'est une petite chaîne qui est numérique et qu'on peut travailler dans des délais courts autour d'un monoproduit musical numérique. C'est réducteur de dire d'ailleurs que c'est un laboratoire ou Non, oui, j'aime pas le terme laboratoire parce que le laboratoire, on est obligé de chercher, mais on n'est jamais obligé de trouver. Nous, on est quand même un média financé par les citoyens. Ils veulent quand même aussi en avoir pour leur argent, que ce soit en qualité des programmes et aussi dans la capacité de fédérer, que le programme a à fédérer. Donc, donc c'est vrai que c'est pas un laboratoire au sens où on n'est pas à expérimenter des choses hasardeuses. On expérimente des choses auxquelles on croit et on tire les conclusions tout de suite pour réorienter. Donc ce qui est quand même le baromètre, c'est quand même le nombre de gens qu'on arrive à toucher, la qualité du programme, bien entendu, on est dans le service public, c'est le marketing de l'offre, mais il faut quand même faire un compromis entre les deux. Alors, la question que vous posez, c'est que l'objectif, effectivement, c'est d'être un média de référence. D'abord, ça, c'est l'ambition de Radio France au sens large. Et Radio France, dans le domaine numérique, c'est d'être un média de référence dans le domaine numérique, au sens large, c'est clairement. Le mobile est l'axe prioritaire de développement, clairement, parce que c'est celui qui est le plus favorable à la radio. C'est un terminal, effectivement, qui est petit, qui permet d'écouter du son, qui est mobile. Ça ressemble à un petit transistor, finalement, à l'ère numérique, sauf qu'il est augmenté de tout un tas de fonctions passionnantes. Donc, quelque part, pour nous, c'est notre axe de développement pour la décennie qui vient, clairement. En tout cas, les 3-4 prochaines années, nos investissements vont porter sur le mobile. Donc, on vise à devenir, clairement, leader sur le mobile. Donc c'est pour ça que Radio France, c'est plus de 3,5 millions d'applications téléchargées pour donc cette chaîne et une application fédératrice Radio France, des applications thématiques comme France Bleu Football et autres. On a dû réinvestir lourdement parce qu'on avait des problèmes de fiabilité clairement sur nos applications. On a mis du temps à se mettre en ordre de marche. Mais là, aujourd'hui, sur France Info, vous avez une appli qui est téléchargée à plus de 400-500 000 fois, avec donc 4,5 sur 5 sur l'App Store, une version iPad qui sort aujourd'hui, etc., une version Android, tablette Android fin mai. C'est notre terminal de référence. Si vous voulez, on a un peu perdu la bataille du web dans les années 2000 parce que la presse écrite l'a gagné quelque part sur l'information, mais également que le web est un média qui ne nous était pas forcément aussi favorable parce que quand vous bataillez en fait sur ce terrain-là avec du son, à l'époque analogique, c'est compliqué. La presse écrite avait un avantage, ils avaient du texte, ils en produisaient. Il y avait une chaîne de savoir-faire autour de ça. Le web, c'est du texte. HTTP, c'est hypertexte, transfert, protocole. Donc il y a quand même clairement ça. Ensuite, la vidéo est un axe de développement. On n'en faisait pas ou peu. Mais aujourd'hui, avec le mobile, avec effectivement la 3e vague de numérisation, notamment de la musique,
avec l'apparition des SoundCloud et autres audiobooks, etc., vous avez un univers, un écosystème plus favorable au son. Et par ailleurs, avec effectivement des meilleurs réseaux, avec l'apparition du smartphone, etc., on est dans une configuration aujourd'hui où la décennie qui vient va être effectivement celle où la radio peut être leader dans le monde numérique, clairement. RF8 a vocation à devenir une appli, j'imagine ? Oui. Alors aujourd'hui, la version qui sort en fait début mai sera en responsive. Donc en fait, on aura accès au site en responsive. Et ensuite, on sortira une application un peu plus tard, clairement. Là, aujourd'hui, on a choisi de sortir dans une version simplifiée qui va se complexifier petit à petit, qui va se diversifier, etc. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Joël Renez, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. La semaine prochaine et celle d'après, on ne se retrouve pas car ce sont donc les ponts de mai. On se retrouve donc le 15 mai avec Laurent Habib, le fondateur de l'agence Babel. À très vite et bonne journée à tous.